Nous va comprendre, nous souhaité nous comprendre parce que même les, nous pas sortis dans le même continent, dans le même pays, même penser nous pas totalement différents. Nous va comprendre deux jours. Je pense quand même nous allons obliger de faire un petit effort parce que nous ne parlons pas les mêmes langues. Parce que moi c'est créole, moi nous parlons français. Mais quand même nous faisons un effort pour tout le monde comprendre, pas vrai? Ah ouais. Mais pas trop loin et maintenant tu peux nous parler français. Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Ce soir, je suis très ravi d'être avec vous pour vous témoigner sur les actions que l'association Concept Action réalise en Haïti et surtout dans le cadre de son partenariat avec le CCF des Terres Solidaires. Je suis Jean-Zény Kofi, j'ai une formation en agronomie avec spécialisation en ressources naturelles et environnement. Je travaille pour cette association-là, la Concept Action. Et la Concept Action, c'est une association haïtienne qui travaille dans des zones très reculées du pays et sur 4 départements. Et la Concept Action intervient dans différents domaines, dans le domaine d'agriculture durable, dans l'accès à l'eau, la santé communautaire, l'éducation et les infrastructures rurales. Et je pense qu'il est très intéressant d'abord de faire une petite présentation du contexte haïtien pour pouvoir évaluer, analyser les différences qui existent entre Haïti et vous qui vivez en France. Et la compréhension du contexte haïtien va nous permettre également d'expliquer la raison pour laquelle nous intervenons dans des sections rurales en Haïti. Bon, je pense qu'il est très intéressant de situer Haïti par rapport à la France parce qu'il se peut qu'il y ait certains de vous qui n'ont pas une certaine information d'Haïti et sur cette carte-là, vous voyez en ce point jaune, c'est là que se situe Haïti et à ce point, j'essaie de relier Haïti par rapport à la France. Haïti est ici en ce point jaune et la France à droite. Vous voyez? Oui, oui. Ah ouais. Ça peut dire que Haïti est très distant par rapport à la France. Pour arriver en France, il faut traverser l'océan Atlantique. Et tout à l'heure, j'ai essayé quand même d'intervenir en créole. C'est pour dire que 4 représentent un département. Haïti est divisé en 10 départements, 140 communes et 570 sections communales. Il y a également des localités et des habitations. Mais les plus intéressants en termes de division administrative en Haïti, ce sont les départements, les communes et les sections communales. En termes d'information générale sur Haïti, Haïti a une superficie de 27 750 km². Déjà, on peut voir la différence qui existe entre Haïti et la France du point de vue de superficie. Et sa population est de 11 417 730 habitants. Haïti. Pour une petite superficie, on a une population qui est très élevée. Et c'est en ce sens-là qu'on arrive à avoir une forte densité, soit de 411 habitants par kilomètre carré. Bon, je pense que déjà on peut voir des différences. C'est 411 habitants par kilomètre carré. La capitale d'Haïti, c'est Port-au-Prince. Bon,
c'est Port-au-Prince, et nous avons un PIB par habitant de 740 dollars US, 740 dollars américains, le produit intérieur brut par habitant. Et le taux d'alphabétisation en Haïti, ce qui est très bizarre, c'est 48,7. Le taux d'alphabétisation. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de personnes qui sont analphabètes que des personnes qui sont alphabètes. Inflation. Bon, on assiste à une inflation très galopante en Haïti, soit de 12,5%. On peut comprendre comment l'économie haïtienne fonctionne. Nous avons un PIB par habitant qui est très faible et une inflation galopante. Il y a le contexte environnemental d'Haïti également. Du point de vue du contexte environnemental, Haïti est un pays très montagneux. 75% de montagne et 25% de plaine. Et les 75, au niveau des montagnes d'Haïti, il y a des fortes pentes, des pentes qui peuvent aller jusqu'à 80%. Mais ça n'empêche pas pour autant, au niveau des montagnes, les agriculteurs pratiquent de l'agriculture sans technique de conservation des sols. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la densité de population. Étant donné que la taille de la population est très élevée, eh bien, il y a un besoin très urgent pour se nourrir. C'est cette situation qui oblige les agriculteurs à abattre les arbres. Et cet abattage est expliqué par le besoin de se procurer du charbon pour la cuisson des nourritures. Parce que jusqu'à date, en Haïti, plus de 60% des ménages utilisent le bois et le charbon pour la cuisson des aliments. Et c'est la première cause de la bataille des arbres. Et la deuxième cause, c'est la disposition d'espace pour la production d'aliments. Parce qu'avec beaucoup d'arbres sur l'espace, avec une population qui a un grand besoin de se nourrir, les agriculteurs se sont obligés d'abattre les arbres pour procurer d'espace pour des cultures à cycle court. Et c'est l'une des raisons pour laquelle qu'on assiste à une dégradation accélérée de l'environnement en Haïti. La première chose, c'est que Haïti se situe dans des zones très montagneuses. Haïti est placé sur la route des ouragans qui chaque année provoquent beaucoup de dégâts dans le secteur agricole en particulier. Et nous avons une période cyclonique qui va du 1er juin à 30 novembre. Au cours de cette période-là, on peut s'attendre qu'on peut avoir n'importe quel type d'ouragan et les ouragans sont souvent cause des pertes énormes dans le secteur agricole. Haïti, c'est un pays très vulnérable, de par son relief, sa population, sa mauvaise gouvernance et ce qu'on appelle les ouragans, les catastrophes naturelles. Et le problème qui se pose avec cette situation environnementale, les précipitations en Haïti sont de plus en plus irrégulières. Il y a également une rareté de sources pour alimentation en eau potable de la population. Au niveau des montagnes, il y a certaines zones où on assiste déjà à une pénurie en eau. Et il y a des zones où il existe beaucoup de points d'eau, mais il n'y a pas toujours des technologies appropriées pour permettre à la population d'avoir accès. De telles situations obligent les enfants surtout et les femmes parfois à marcher pendant 30 minutes, 1 heure de temps et 2 heures de temps pour arriver à un point d'eau. C'est dans cette ordre d'idée que la concertation veut apporter une solution durable.
en agissant premièrement sur l'environnement, dans un souci de faciliter les précipitations, de réduire le ruissellement, de faciliter l'infiltration pour le réapprovisionnement des nappes afin d'avoir des sources pour l'alimentation en eau potable de la population. La concertation pour arriver à une solution dans ce domaine travaille suivant une approche tridimensionnelle. Une première dimension qui vise à reboiser des montagnes, accompagner la population de la mise en place d'une agriculture durable pour protéger l'environnement afin de faciliter la disponibilité en eau. Une deuxième dimension qui vise à réaliser des captages de stockage d'eau pour alimenter les communautés rurales. Et une troisième dimension qui vise à faciliter l'émergence des organisations paysannes pour assurer la gestion sociale de l'eau, dans une logique de pérennisation des ouvrages hydrauliques. Et c'est la raison pour laquelle cette action intervient premièrement dans l'agriculture productive et conservatoire de l'environnement. Et à ce niveau-là, nous réalisons des formations et sensibilisations pour les agriculteurs sur l'agriculture durable. Et également, il y a un appui aux agriculteurs, aux associations locales pour la production des plantules d'arbres en pépinière. Et les associations sont engagées dans le remplissage des sachets, dans les semis et dans la gestion des pépinières pour pouvoir produire beaucoup de plantules d'arbres pour reboiser des terres. Et deux types de pépinières sont promis dans le cadre de cette activité. Des pépinières collectives où des associations de la communauté sont engagées et des pépinières individuelles au niveau des cours des exploitants agricoles. En outre, il y a un appui dans des écoles où des écoliers et écolières sont sensibilisés et formés sur les techniques de production de plantules et arrivent déjà à réaliser des pépinières avec des écoliers et écolières. Et après la réalisation, la production des plantules, la concertation accompagne des associations de la distribution de ces plantules aux membres de ces associations-là. Et chaque 5 juin, en général, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous réalisons des campagnes de reboisement et pour la réalisation de ces campagnes-là, les écoliers et écolières participent également. Ils reçoivent des plantules et réalisent des plantations d'arbres au niveau, surtout en amont des sources. Comme résultat, après une longue période de plantation d'arbres, on arrive à ressusciter des paysages où il n'y avait pas du tout d'arbres. Par exemple, ici, nous avons une zone. Cette zone-là n'avait pas du tout d'arbres. Et après la réalisation des activités de plantation d'arbres, nous arrivons à reboiser plus de 1000 hectares en espèces forestières. Il y a une autre approche dans le cadre de nos interventions qui vise à promouvoir l'agroforesterie. Étant donné que la taille moyenne des exploitations agricoles en Haïti est de 0,45 hectares, c'est-à-dire très faible, les superficies sont très petites pour pouvoir produire en quantité. C'est la raison pour laquelle nous faisons la promotion pour l'agroforesterie en associant des espèces forestières et des cultures annuelles dans une logique de diversification de la production agricole, de protection des sols, dans la fertilisation des sols
et dans l'alimentation en eau des communautés. Ici, je vais expliquer par des exemples. Nous avons une parcelle qui n'avait pas du tout d'arbre, qui est en train d'être érodée, et nous sensibilisons le propriétaire et il arrive avec ses voisins, avec son groupement, à réaliser premièrement des structures de conservation des sols en plantant des arbres et arrive déjà à avoir ces résultats en agroforesterie. Bon, là, on part du point A, le point B et le point C. Ici, c'est la même parcelle où l'agriculteur a été en train de réaliser ses activités. Là, c'est la même parcelle. Ce sont des résultats déjà qu'on obtient dans l'application, l'utilisation de l'agroforesterie. Ici, nous montrons également des résultats obtenus dans l'agroforesterie, ce qui est différent du contexte français peut-être, où les propriétaires ont de grands espaces, comme ça, les propriétaires peuvent choisir de planter des arbres, des rangées d'arbres et des rangées de cultures, mais en ce qui nous concerne, c'est une association où il y a en même temps des cultures et des arbres. Et parfois, ces espèces-là sont associées à des espèces fourragères pour l'alimentation des animaux. Et dans le cadre de cette intervention, nous faisons la promotion pour une association culturelle qui vise à nourrir le sol, protéger le sol, nourrir les animaux et nourrir les humains. Il y a également, dans le cadre de cette activité, des travaux d'aménagement et de conservation des sols et des eaux avec des pierres, et ce qu'on appelle des loups secs, où les communautés sont accompagnées dans l'érection de ces structures-là pour réduire l'érosion et réduire le ruissellement. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une approche tridimensionnelle. Une première dimension qui vise à travailler mieux dans l'agriculture, à planter des arbres, à utiliser des techniques de conservation des sols pour faciliter qu'il y ait infiltration de l'eau et la disponibilité en eau. C'est la première approche. On ne peut pas capter une chose qu'on n'a pas. C'est la raison pour laquelle la première démarche, c'est de faciliter la disponibilité à l'aide des arbres. Parce que les arbres participent dans le phénomène qu'on appelle le cycle de l'eau qui facilite les précipitations. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons premièrement dans le domaine de l'agroforesterie. Et pour faciliter l'alimentation en eau potable dans des zones très difficiles où il n'y a pas de point d'eau, où les points d'eau ne sont pas captés, la concertation intervient premièrement dans le stockage des eaux des puits. Il y a des zones de plateau au niveau des montagnes, il n'y a pas de possibilité d'avoir des sources d'eau, et comme ça, la concertation construit des systèmes, et ces systèmes-là permettent de stocker de l'eau depuis au niveau des toitures des maisons. Et l'eau qui est stockée au niveau de ces systèmes-là est utilisée pour l'agriculture et pour les usages domestiques. Et parfois, elle est utilisée pour la boisson après avoir mélangé avec du chlore pour un traitement bactérien. Au niveau des ravines entre les versants également, la concertation réalise des structures qu'on appelle des micro-retenues pour limiter les ruissellements. Et l'eau qui est stockée au niveau des micro-retenues après décantation est utilisée pour l'alimentation des animaux et parfois pour la lessive. Tout à l'heure, j'ai parlé de le stockage des eaux des puits, mais il y a des zones où
on peut avoir la possibilité d'avoir des émergences, des sources qui émergent au niveau des flancs des montagnes. Et pour permettre à la population d'avoir accès à une eau qui n'est pas douteuse, qui n'est pas exposée aux agents de pollution, la concertation réalise des captages et parfois la réhabilitation des structures de captage qui sont endommagées. J'explique à travers un exemple. Ici, nous avons un point d'eau qui a été inondé après avoir capté et la population a été obligée d'utiliser coûte que coûte ce point d'eau-là. On peut voir sur cette photo qu'il y a un mélange entre l'eau qui vient des parcelles et l'eau de la source. Et à ce point, on peut comprendre le niveau de contamination parce qu'il y a utilisation des produits chimiques dans l'agriculture et la population utilise de toute façon l'eau pour des besoins domestiques, pour l'alimentation. Et nous réalisons en ce sens des sensibilisations afin que les usagers puissent comprendre qu'on ne peut pas utiliser une eau de cette qualité qui est douteuse pour éviter d'être contaminé. Et après les sensibilisations, avec le faible moyen, des gens de la communauté arrivent à réaliser des forages en amont, des petits trous en amont pour avoir accès à l'eau. Et après ces interventions, la communauté arrive à avoir un point d'eau et c'est ainsi que ce point d'eau est encore exposé aux agents de pollution parce que ça se trouve à ciel ouvert. Et pour améliorer ce système, la concertation réalise des systèmes de captage, des systèmes d'adduction en eau potable, en captant la source et en installant des systèmes de tuyauterie pour amener l'eau au plus proche de la communauté. Et comme résultat, après avoir réalisé toutes ces activités-là, nous avons la possibilité d'assurer une meilleure alimentation en eau potable de la communauté. Et déjà, on peut voir qu'il existe des structures de captage, des systèmes d'adduction en eau, où la population, pour avoir accès à l'eau potable, doit prendre l'escalier et avoir accès directement au robinet. En ce sens, on peut dire que la première photo que vous avez vue tout à l'heure a été la situation initiale. Et là, après avoir réalisé des activités de captage, nous sommes à cette situation. Bon. Un autre exemple, ici on a l'émergence d'un point d'eau et pour éviter que la population continue à utiliser l'eau dans cette situation, nous réalisons le captage. Et déjà la population est en mesure d'avoir accès à l'eau de bonne qualité. Mais tout ceci se font après avoir réalisé des analyses physico-chimiques et bactériologiques pour savoir si l'eau n'est pas polluée. Dans le cas où l'eau est polluée, nous orientons la communauté vers un autre point d'eau qui n'est pas pollué. Mais si, après avoir réalisé des analyses, le point d'eau n'est pas pollué, nous réalisons des systèmes de captage pour faciliter une meilleure alimentation en eau potable des communautés. Après avoir capté des points d'eau, nous réalisons des périmètres de protection en amont des sources afin d'éviter qu'il y ait rareté au moment des périodes pluvieuses et éviter qu'il y ait des dommages au niveau de ces systèmes. C'est la raison pour laquelle nous réalisons des structures de conservation des sols et des eaux en amont des captages après avoir réalisé toutes ces activités. Pour une meilleure utilisation de l'eau, nous profitons des occasions où il y a beaucoup de personnes. Par exemple, il y a 2 périodes de pic
de recherche de l'eau au niveau des communautés, chaque jour c'est tôt le matin et tard dans l'après-midi. Nous profitons de ces occasions-là pour sensibiliser les usagers, les personnes qui viennent chercher de l'eau pour une meilleure utilisation de l'eau et la protection des ouvrages qui ont été réalisés. En outre, il y a des activités de réhabilitation des points d'eau. Parce que comme nous avons souvent des cyclones, et chaque fois qu'il y a cyclone, avec le niveau de dégradation de l'environnement, l'instabilité au niveau des sols, des problèmes de cohésion, on arrive à avoir souvent des dommages qui sont causés au niveau des captages. C'est la raison pour laquelle, au niveau de cette période-là, nous avons un financement du CCF des Terres Solidaires et de la région centre, je crois, où nous sommes en train de réhabiliter 19 petits systèmes hydrauliques qui ont été endommagés par le passage de l'ouragan Mathieu en 2016. Et l'objectif de ce projet vise non seulement à réhabiliter ces systèmes, mais de renforcer deux réseaux de gestion d'eau et également d'assurer la médiation entre les réseaux, les associations paysannes qui s'engagent dans la gestion de l'eau et la Direction nationale en eau potable, afin que l'État puisse s'engager dans la maintenance, dans l'entretien des conseils aux communautés. Bon, ce sont des activités de réhabilitation où des points de glissement ont été obtenus après le cyclone et on arrive à réhabiliter ces systèmes-là. Ce sont des activités de réhabilitation. Et tout à l'heure, j'ai parlé de 3 logiques dans le cadre de nos interventions. 3 dimensions. La première dimension, c'est d'assurer la disponibilité par la mise en place des systèmes agroforestiers permettant de diminuer le ruissellement, faciliter l'infiltration et faciliter le cycle de l'eau. La deuxième dimension, c'était de réaliser des captages pour faciliter l'accès à l'eau potable. Mais il existe également une troisième dimension qui vise à assurer la gestion sociale de l'eau. Et cette gestion sociale de l'eau vise à garantir la pérennisation. Parce qu'on peut capter une source, mais il faut qu'il y ait une structure qui soit engagée dans les entretiens, les réhabilitations en absence de financement. C'est la raison pour laquelle, au niveau de chaque petit système hydraulique, nous facilitons l'émergence d'un petit comité de gestion de 5 membres. Et l'ensemble des comités de gestion des points d'eau dans une section ou 2 sections se sont encouragés à se mettre en association. Et c'est ce que nous appelons dans notre approche des réseaux de gestion. Lorsque nous parlons de réseaux de gestion d'eau, on ne peut pas avoir un réseau physique, mais pour nous c'est un réseau social où plusieurs petits comités se mettent ensemble, s'organisent, se structurent et développer une politique plus ou moins globale sur la gestion des points d'eau au niveau de leur zone. Et c'est la raison pour laquelle nous arrivons, dans le cadre de notre intervention, à faciliter l'émergence de 9 réseaux de gestion des eaux. Et ces réseaux-là, les réseaux, ce sont des associations des usagers. Et ces réseaux-là organisent semestriellement des assemblées générales visant à présenter des bilans de cotisation, des bilans des activités réalisées. Et s'il y a des activités à réaliser, des réhabilitations, ce sont ces réseaux-là qui vont s'engager dans ces activités en absence de projet.
Et ces réseaux-là, pour avoir une représentation dans leur zone d'intervention, sont encouragés à réaliser, à élaborer leurs documents organiques. Et ces documents-là sont présentés au ministère des Affaires sociales et du Travail pour avoir une reconnaissance officielle leur habilitant un fonctionnement. Et déjà, l'ensemble de ces réseaux que nous accompagnons sont reconnus par l'État, sont habilités à fonctionner au niveau de leur communauté. Étant donné que ces réseaux-là s'engagent dans la sensibilisation des usagers d'eau, dans la sensibilisation des usagers pour apporter une cotisation mensuelle lors de l'utilisation de l'eau, il faut qu'il y ait quand même une capacité de gestion. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons pour les comités de ces réseaux des formations sur l'utilisation des outils de gestion. Et au moment de la réalisation des activités de captage, la communauté est informée sur la provenance des fonds qui est utilisé pour la réalisation de ces activités. Parce que le problème a été posé, il n'y avait pas suffisamment de capacité financière pour apporter une solution. Et bien, en ce sens, nous informons toute la communauté sur la provenance de ces fonds. Étant informés sur la provenance de ces fonds, les réseaux de gestion d'eau, au moment, à la fin d'une activité de captage, il y a toujours une petite cérémonie de remise des clés. Et les réseaux ont profité de ces occasions pour formuler des remerciements aux partenaires. Et dans le cadre d'un projet qui a été financé antérieurement avec un cofinancement de l'agence de l'eau à Dougaronne, Mont-des-Marsan et CCFD, moi je ne connais pas, mais c'était des cofinanceurs du projet. La communauté, les réseaux qui s'engagent dans la distribution, la gestion des eaux, ont profité de remercier ces cofinanceurs-là. Moi, j'apporte à travers le diaporama les remerciements, parce que ça date de plus de années. Et là, on peut voir que les comités de distribution des eaux ont profité de remercier l'agence de l'eau à Dougaronne, Mont-des-Marsan et CCFD, et également de sensibiliser les usagers pour assurer, pour protéger les sources d'eau, pour traiter l'eau et afin de garantir leur santé. Parce qu'il y a tellement de maladies qui sont liées à l'eau, il y a des journées de formation et de sensibilisation sur l'hygiène. Et déjà, on peut voir sur cette affiche-là, bonne qualité d'eau égale population en santé. Eau de bonne qualité égale population en santé. Et sur ce, je tiens à vous remercier de votre attention.